Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un ensemble de textes qui racontent une histoire assez folle, celle d'un jeu de société né dans la toundra sibérienne, le JPETO. Bonjour. Notre source, c'est un livre de son créateur, Grigory Tomsky, qui s'appelle JPETO et créativité. Et en fait, en le lisant, on comprend très vite que c'est pas juste un jeu. C'est tout un univers, une philosophie et même l'histoire d'une vie. Absolument. Ce document, c'est un mélange fascinant d'autobiographie et de manifeste. Tomsky nous raconte son parcours, bien sûr, mais surtout, il nous explique comment une idée très personnelle, presque intime, a pu germer pour devenir un système pédagogique, une forme d'art. Et même un mouvement international soutenu par l'UNESCO. Voilà. La question qui se pose tout au long de la lecture, c'est comment une idée aussi singulière peut-elle devenir aussi universelle? C'est la question parfaite. Et pour y répondre, je crois qu'il faut commencer par le début, par l'homme. L'invention est tellement liée à son créateur que c'est impossible de les séparer. Alors, qui est ce Grigory Tomsky et d'où vient cette idée? Pour bien comprendre le Jipito, il faut s'imaginer l'enfance de Tomsky, en Yakoutie. Le Grand Nord sibérien. C'est ça. On parle du delta du fleuve Lena, un endroit où les hivers descendent régulièrement à moins 60 degrés. C'est un décor D'un isolement qu'on a du mal à concevoir. complètement. C'est un environnement qui forge un esprit, c'est certain. Il y a une anecdote dans les textes qui m'a particulièrement marqué. Il raconte que sa mère le forçait à manger du caviar à la louche. À la louche. Oui. Lui, enfant, il aimait pas ça plus que ça. Et sa mère lui disait « Tu comprends pas ta chance. En Europe, ça coûte une fortune et les gens en mangent très rarement. C'est incroyable. C'est comme une fenêtre qui s'ouvre d'un coup sur un autre monde, un monde fantasmé. Et cet ailleurs, pour lui, c'était souvent la France. Sa mère, qui était institutrice, elle avait épinglé au mur de leur isba une reproduction du tableau de Delacroix. » La liberté guidant le peuple. Exactement. Imaginez la scène. Un enfant autochtone de Sibérie qui grandit avec cette image révolutionnaire sous les yeux. Et c'est là qu'on touche au cœur du génie de Tomsky. Le Jipto, c'est pas juste un jeu de poursuite. C'est la mise en équation de son enfance. La solitude de la toundra, cette liberté infinie qu'on retrouve sur le plateau de jeu sans case, et la chasse, Oui, c'est vrai. qui est omniprésente dans la culture yakoute, un peuple de cavaliers, de chasseurs. Tout y est. Il a transformé son vécu en un système universel. C'est la synthèse parfaite entre cette culture traditionnelle et la science moderne, en l'occurrence la théorie des jeux différentiels qu'il a étudiée bien plus tard. C'est fascinant de voir comment sa vie a tout façonné. Mais alors, concrètement, si on s'assoit devant un plateau de Gypto, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui le rend si spécial? Alors, la version la plus connue s'appelle le sonore. C'est un jeu de poursuite sur un plateau rectangulaire, un triptyque vertical, mais sans aucune case. Pas de case. Aucune. Un grand pion, le poursuivant, doit attraper 5 petits pions, les fugitifs. Le but des fugitifs, c'est de traverser le plateau en atteignant 3 lignes successives pour marquer des points. Les mouvements sont libres, à 360 degrés. D'accord. C'est d'une simplicité presque désarmante, ce qui le rend accessible aux très jeunes enfants dès 5 ou 6 ans. Mais si c'était que ça resterait un jeu parmi d'autres. Là où ça devient vraiment bluffant, c'est que ce n'est pas un jeu figé. Un spécialiste, cité dans les sources, Robert Pagès, il le qualifie de méta-jeu. Oui, et c'est ça qui le distingue radicalement d'un jeu comme les échecs. Les règles officielles décrivent environ 2500 versions différentes. 2500. C'est énorme. On peut donc tout changer? Absolument tout. On peut ajouter des pions secouristes qui peuvent libérer les fugitifs capturés. On peut dessiner des zones de sécurité, des obstacles. On peut même, dans une variante qui s'appelle la gyptomancie, introduire une part de hasard avec des dés. D'accord. Robert Pagès va jusqu'à dire que c'est un instrument culturel, une sorte de toile vierge qui permet à chacun de créer son propre jeu, avec ses propres règles et son propre univers. Cette flexibilité, cette idée qu'on peut tout réinventer, j'imagine que c'est ça qui en a fait un outil pédagogique si puissant, non? Exactement, c'est le pont parfait. En Yakoutie, le sonore est devenu un sport intellectuel national. Les textes décrivent le travail d'une éducatrice, Klara Sadonikova, avec des enfants de maternelle. C'est assez impressionnant. Racontez. À 3-4 ans, les enfants apprennent juste à bouger les pions. À 5 ans, ils commencent à penser à des stratégies, comme faire reculer leurs pions pour tendre un piège. Déjà à 5 ans. Oui. Et à 6 ans, ils anticipent déjà les coups de l'adversaire. Ils organisent même des tournois entre écoles maternelles.
C'est incroyable. On est loin du simple jeu de société, là. Ça devient un véritable programme de développement pour les enfants. Il y a aussi cette histoire de jipeto géant, où les enfants sont eux-mêmes les pions sur un immense plateau. Ça doit être génial à voir. C'est plus qu'une anecdote. Si on prend un peu de recul, on voit que le JPETO devient un support pour développer une multitude de compétences. Le langage, la logique mathématique, la concentration, la maîtrise de soi. Tout un programme. Une thèse de doctorat d'Alexei Golikov en 1997 a même validé scientifiquement son rôle dans la formation de la pensée mathématique. Il s'intègre aussi parfaitement dans des pédagogies actives comme Freinet ou Descroly, qui prônent l'apprentissage par le jeu. Et ce qui est particulièrement mis en avant, c'est son impact en éducation inclusive. Les exemples donnés sont très forts. Il y a le cas de ce garçon atteint de paralysie cérébrale. Oui, qui grâce au jeu, à cette stimulation intellectuelle et motrice, a pu suivre une scolarité normale jusqu'à l'université. C'est une histoire très touchante. Ça montre que l'impact d'un simple jeu peut aller bien au-delà du divertissement. C'est clair. Il y a aussi l'exemple d'enfants malvoyants pour qui le JICTO est utilisé comme un simulateur oculomoteur. On crée des plateaux avec des textures différentes qui produisent des sons distincts quand les pions bougent. Ah oui, pour développer le toucher et l'ouïe. Exactement. C'est la preuve ultime de son incroyable adaptabilité. Cette adaptabilité, on la voit dans l'éducation pour des publics très variés. Est-ce que cette même flexibilité est ce qui a permis au JIPTO de déborder de la salle de classe pour devenir une forme d'art ? C'est exactement ça. Le plateau est vu comme une toile. Le mouvement s'appelle d'ailleurs l'art du JIPTO. Il s'agit de créer des compositions visuelles, des jeux qui sont aussi des œuvres d'art. Et comment ça a démarré ? Ce qui a tout déclenché, c'est une licence générale mise en place par Tomsky. Elle autorise n'importe qui à créer et diffuser ses propres versions du JIPTO, tant que ce n'est pas à but commercial. Donc, concrètement, je peux prendre une de mes photos de vacances, un dessin de mon enfant et en faire mon propre jeu de JIPTO. Précisément. On peut y intégrer des motifs traditionnels, japonais, chinois, africains. Un jeu de JIPTO peut devenir un objet de décoration, un cadeau entièrement personnalisé, un souvenir de voyage unique. La créativité est sans limite. Et ça ne s'arrête pas au visuel. L'influence va jusqu'à la littérature. L'écrivain français Marc-Alfred Pellerin, par exemple, a été visiblement très marqué par le jeu. Très. Son roman « N'oublie pas d'avoir peur », qui a reçu le prix Sang d'encre, met en scène des personnages qui sont amateurs de JIPTO. Mais c'est dans son roman suivant, Innocenti, que ça devient central. L'auteur dit lui-même que le JIPTO est le fil conducteur du récit. Le fil conducteur. Oui, le jeu devient une métaphore puissante pour raconter une histoire de poursuite et de survie en Sibérie. On retrouve les thèmes de la traque, de l'évasion, de la stratégie dans un environnement hostile. Tout ce qui est au cœur du jeu et de la vie de Tomsky, en fait. Exactement. Le jeu devient une source d'inspiration narrative. Et ça se décline à plus petite échelle dans les écoles, où des élèves ont créé des contes comme Fille-Fleur, ou même des spectacles entiers basés sur les dynamiques du jeu. On a donc un jeu hyper flexible qui inspire les profs, les artistes, les écrivains. Mais comment est-ce qu'une idée comme ça, aussi géniale soit-elle, sort de Yakoutie pour arriver jusqu'à l'UNESCO à Paris ? Ça se fait pas tout seul. Non, bien sûr. Le moment clé, c'est 1993. Une fédération internationale, la FIJIP, est créée lors d'un forum au siège de l'UNESCO. C'est l'acte de naissance de la dimension mondiale du projet. Et ça prend tout de suite. Assez vite. Les premiers tournois internationaux sont organisés et dès 1994, un reportage de CNN donne au JIPTO une visibilité planétaire. En France, ce sont des associations de loisirs pour jeunes qui l'ont adopté et diffusé dans leurs centres de vacances. Et quelle est la stratégie derrière ce développement ? Parce qu'on imagine bien qu'il faut une vision pour orchestrer tout ça. La vision est une approche assez originale. C'est une approche non pyramidale. C'est-à-dire ? La Fédération internationale dialogue directement avec les clubs locaux, les écoles, les associations, sans passer par le millefeuille habituel des fédérations nationales rigides. Attendez, une approche non pyramidale. C'est assez rare pour une fédération internationale, non ? D'habitude, tout est très hiérarchisé. Pourquoi ce choix ? Est-ce que ça n'a pas été un frein au début ? C'est une très bonne question. Ça aurait pu l'être, mais c'était un choix délibéré. La stratégie s'inspire du succès des échecs en URSS, qui s'est appuyé sur des leaders d'opinion pour populariser le jeu, mais il y a une différence fondamentale. Le JIPTO ne vise pas seulement une élite de joueurs de compétition, au contraire. Il s'adresse à tout le monde ? Voilà. Les enseignants, les artistes, les familles, les éducateurs. L'objectif n'est pas de concurrencer les échecs ou le Go, mais d'agir en amont. C'est une sorte d'initiation précoce et ludique à la pensée stratégique, accessible à tous.
C'est donc une stratégie de diffusion par la base, en quelque sorte. Et sur le plan, disons, de la propriété intellectuelle, comment ça se gère? Le mot gypto est une marque déposée pour protéger le concept. Mais l'idée, c'est de créer ce que les textes appellent un brand de l'avenir. C'est une stratégie où la valeur de la marque n'est pas imposée d'en haut, mais construite par ce que la communauté en fait. Donc chaque jeu personnalisé, Chaque conte écrit par des élèves, chaque tournoi organisé dans une école renforce cet écosystème. Les utilisateurs deviennent les meilleurs ambassadeurs et créateurs. D'abord, sa mission, c'est de repérer les talents bruts, et ce, dès l'enfance. Le jeu, il vous initie à ce qu'on appelle la géométrie élémentaire de la poursuite. En gros, c'est la science qui cherche la meilleure façon d'intercepter une cible en mouvement. Et là où ça devient absolument génial, c'est qu'au lieu de donner des exercices scolaires, on balance aux élèves de vrais problèmes de recherche. Des énigmes que personne, je dis bien personne, n'a encore résolues. C'est une méthode que son créateur juge infaillible pour des cylindons. Deuxième point, et c'est là que ça prend une autre dimension, c'est l'ambition géopolitique. Le but, c'est de transformer un pays en puissance mathématique. L'argument est simple, mais puissant. Les maths, ça ne demande pas d'infrastructure hors de prix, juste de la matière grise, du cerveau. En formant les esprits les plus vifs, notamment dans des régions prioritaires pour l'UNESCO comme l'Afrique, le système pourrait littéralement catalyser le développement d'une nation. En résumé, le JPETO se présente comme un outil pour cultiver le génie à grande échelle, avec la promesse, rien que ça, de redessiner la carte mondiale de la science.